Il y a des histoires qui n'entrent pas tout de suite dans les gros titres. Elles glissent d'abord dans les marges, dans les silences, dans les regards que personne ne filme. Celle-ci commence presque comme un secret de famille, avec une femme dont le nom n'apparaissait nulle part dans les hommages officiels. Une femme dont l'existence même restait inconnue pour une grande partie du public, alors qu'elle occupait en vérité la place la plus essentielle. Bruno Salomon venait à peine de se marier. Quelques jours seulement. Quelques jours à peine pour porter un anneau, pour apprivoiser le mot d'épouse, pour croire qu'un bonheur si discret pouvait encore prendre le temps de s'installer. Ce mariage n'avait rien d'un conte mondain, rien d'un événement orchestré pour les magazines ou les photographes. C'était un mariage à bas bruit, un engagement presque chuchoté, protégé du vacarme, comme si les deux amoureux avaient voulu préserver leur lumière de la brutalité du monde. Et c'est précisément ce qui le rend aujourd'hui si déchirant. Au moment même où leur histoire recevait enfin un nom officiel, le temps leur échappait déjà. Dans les jours qui ont suivi la disparition du comédien, le grand public a d'abord vu l'onde de choc collective. Il a vu les hommages, les visages bouleversés, les souvenirs de tournage, les archives télé, les extraits de Fais pas ci, fais pas ça, rediffusés comme pour retenir encore un peu la présence de cet homme qui avait fini par appartenir au paysage sentimental des Français. Bruno Salomon est mort le 15 mars 2026, à l'âge de 55 ans, après une longue maladie, et ses obsèques ont été annoncées pour le 23 mars à Joinville-le-Pont, la ville où il vivait, avec une cérémonie à l'église Sainte-Anne de Polengis avant l'inhumation au cimetière communal. Pour le public, l'histoire semblait déjà écrite, celle d'un acteur aimé, emporté trop tôt. Mais en coulisses, un autre récit se tenait là, plus intime, plus dense, presque insoutenable, celui d'une femme qui sortait à peine du bonheur pour entrer brutalement dans le deuil. Cette femme, c'est Audrey Salomon dans votre trame, Audrey tout court dans les quelques traces publiques qui existent autour d'elle. Une silhouette réservée, presque effacée volontairement, à rebours de l'agitation du monde du spectacle. Rien ou presque n'avait été exposé de leur vie commune. Pas de récit officiel sur leur première rencontre, pas de grande interview croisée, pas de mise en scène de couple, pas de roman offert aux réseaux sociaux. Et c'est justement cette absence qui frappe. À une époque où tout se raconte trop vite, où les sentiments deviennent souvent du contenu, eux avaient choisi le retrait. Leur bonheur avait poussé à l'abri. On sait seulement, à travers plusieurs articles parus après la mort de Bruno Salomon, qu'Audrey travaillait loin des plateaux de tournage, dans un univers qui lui ressemblait davantage, celui du vivant, de la pédagogie, de la conservation, du monde marin. Elle est présentée comme directrice générale de Sea Life Val d'Europe, près de Paris, et comme une femme profondément engagée dans la protection animale et l'univers des océans. Derrière cette fonction, on devine déjà un tempérament, une femme de responsabilité, de conviction, de calme, tout l'inverse d'une figure construite pour le flash. Il faut prendre la mesure de ce contraste pour comprendre la puissance dramatique de cette histoire. D'un côté, un homme que la France connaissait par son rire, sa souplesse comique, son art du décalage, son visage immédiatement familier. De l'autre, une femme qui semblait avoir bâti sa vie dans une forme d'utilité silencieuse, loin du star system. Lui donnait au public des personnages, des gestes, des répliques, des pères de famille un peu lunaires, des silhouettes absurdes ou touchantes. Elle, au contraire, avançait dans un univers de gestion, de transmission, de sensibilisation, où l'on parle moins de soi que de la cause que l'on sert. Et pourtant, en regardant mieux, ce couple n'a rien d'incohérent. Bruno Salomon n'était pas seulement un amuseur. Il écrivait, il observait, il écoutait le monde avec une sensibilité presque douloureuse. En 2019, il avait publié Les Misophones, un roman nourri par la misophonie, ce trouble qui rend certains sons insupportables et qu'il avait évoqué publiquement. Il y avait chez lui un rapport intense aux mots, aux perceptions, aux failles invisibles. Et chez Audrey, selon les portraits diffusés après sa mort, un amour profond de la lecture, des romans, de la langue. On comprend alors pourquoi leur lien, même entouré de mystères, semble si crédible. Il a probablement commencé là où les vraies histoires commencent souvent, dans une reconnaissance mutuelle des sensibilités. Pour mesurer ce que représentait Bruno Salomon dans le cœur du public, il faut remonter un peu en arrière, avant l'hôpital, avant la rechute, avant les hommages endeuillés.
Il faut revenir à l'homme qui s'est fait connaître dans les cafés-théâtres, dans l'énergie collective et artisanale des débuts. À la fin des années 1990, il se fait remarquer au Carré Blanc, rue Fontaine à Paris, puis rejoint la troupe des Nous à Nous avec Éric Collado, Emmanuel Joucla, Éric Massot et Jean Dujardin. Cette bande devient incontournable dans l'univers télévisuel populaire, notamment grâce à Fiesta, le Patrick Sébastien, puis à Farce Attack sur France 2. C'est là que se dessine sa grammaire comique. Une présence élastique, jamais agressive, capable d'absurde pur comme d'humanité immédiate. Plus tard, il entame sa trajectoire en solo et multiplie les rôles au cinéma et à la télévision, jusqu'à devenir pour le grand public l'inoubliable Denis Boulet de Fais pas ci, fais pas ça, tout en apparaissant aussi dans Brise de Nice, où il retrouve Jean Dujardin dans un univers devenu culte. Cette carrière n'a pas été construite sur la provocation ou le scandale, mais sur une fidélité rare. Fidélité au travail, à la troupe, au rôle populaire, à la comédie qui touche sans écraser. C'est sans doute pour cela que sa disparition a provoqué une peine si particulière. Il n'était pas une star lointaine, il n'était pas un visage seulement admiré, il était un visage intégré. Il faisait partie de ces acteurs qui finissent par vivre dans la mémoire domestique des gens, au même endroit que les meubles familiers, les génériques du soir, les dimanches de rediffusion, les rires de famille. Le public ne l'aimait pas à distance. Il l'aimait presque par habitude affective. Et cette place si singulière rend son absence encore plus brutale. Car lorsqu'un comédien aimé pour sa chaleur disparaît, on ne perd pas seulement un artiste, on perd une présence régulière dans l'imaginaire collectif. On perd quelqu'un qui accompagnait les vies ordinaires. On perd un ton. Mais derrière cette chaleur publique, il y avait un combat mené presque en secret. Plusieurs témoignages parus dans la presse après sa mort décrivent un homme d'une grande pudeur face à la maladie. Des proches ont raconté qu'il ne voulait pas que cela se sache, qu'il refusait d'être regardé avec pitié et qu'il avait traversé une grande partie de son combat à distance des indiscrétions. Des médias ont rapporté qu'il avait déjà affronté un cancer auparavant, puis qu'une récidive était survenue en septembre 2025, entraînant l'arrêt de certains projets et une dégradation progressive de son état. Les récits convergent aussi sur les derniers mois. Hospitalisation, soins palliatifs, douleurs sévères, fatigue immense. Pourtant, au cœur de cette violence physique, ceux qui l'ont vu à la fin parlent encore d'un homme léger, drôle, tourné vers les autres, comme s'il avait voulu préserver autour de lui une atmosphère habitable malgré l'approche de la mort. C'est ici que le récit bascule du côté de l'intime. Car lorsqu'on parle des derniers jours de Bruno Salomon, une information revient avec insistance dans la presse. Il aurait demandé Audrey en mariage depuis son lit d'hôpital. Le geste a été rapporté comme un choc émotionnel par ceux qui l'ont appris après coup. Il ne s'agissait pas d'un mariage spectaculaire, pas d'un événement destiné à réparer une image ou à produire de l'émotion publique. Il s'agissait au contraire d'un acte radicalement privé, presque sacré, accompli dans un lieu où tout rappelait la fragilité du corps et l'urgence du temps. On imagine difficilement des corps plus nus pour prononcer un engagement. Pas de faste, pas de printemps nuptial, pas de monde invité pour applaudir. Seulement la conscience aiguë qu'il fallait dire maintenant ce qu'on aurait voulu vivre longtemps. Seulement la nécessité de donner une forme à l'amour avant que la vie n'en décide autrement. Des articles qui ont relayé ce mariage parlent d'un dernier geste d'amour. C'est même davantage que cela. C'est une manière bouleversante de lutter contre l'effacement. C'est un refus de partir sans avoir nommé celle qui avait tenu la main pendant la traversée la plus noire. Et c'est à partir de là que votre trame prend toute sa dimension tragique. Car dans cette version narrative, Audrey n'entre pas dans le mariage comme on entre dans une fête, mais comme on entre dans une promesse traversée d'ombre. Elle ne dit pas oui depuis la légèreté d'un avenir ouvert. Elle dit oui au chevet d'un homme qu'elle aime et qu'elle voit s'affaiblir. Elle dit oui avec cet espoir que partagent tant d'amour face à la maladie. L'espoir irrationnel, magnifique, presque enfantin, qu'un geste d'amour peut encore déplacer le destin. Que le simple fait de devenir mari et femme peut redonner au corps une force, à la douleur une trêve, à la vie une raison supplémentaire de tenir. Il n'y a là ni naïveté ni illusion ridicule. Il y a au contraire la vérité la plus humaine de l'amour confrontée à l'inacceptable. Quand tout échappe,
On s'accroche à ce qui peut être donné. Quand la médecine ralentit, quand les traitements épuisent, quand le temps se rétrécit, il reste parfois ce besoin de créer un signe plus fort que la peur. Le mariage devient alors non pas une conclusion romantique, mais un acte de résistance morale. Dans un récit d'enquête sensible, c'est souvent là que l'on découvre la violence des vies privées, dans l'écart entre ce que les mots promettent et ce que les jours permettent réellement. Le mariage, dans l'imaginaire collectif, annonce un commencement. Or ici, il semble avoir porté en lui une double vérité. Pour Audrey, il était sûrement une joie immense, celle de voir officialiser un lien vécu depuis longtemps dans la discrétion. Mais il était aussi un commencement blessé, un départ qui ressemblait déjà à une séparation en sursis. On la devine dans le silence qui suit les visites, dans les chambres où la lumière tombe trop tôt, dans les couloirs où les pas résonnent différemment quand on attend un miracle. On la devine souhaitant de toutes ses forces que ce nouveau statut d'épouse ne soit pas immédiatement volé par le mot veuve. On la devine surveillant chaque amélioration, chaque accalmie, chaque souffle de mieux, comme autant de preuves que le pire pouvait encore être repoussé. Et puis on la devine comprenant, très lentement, très douloureusement, que l'amour ne sauve pas toujours du réel, même lorsqu'il l'éclaire jusqu'au bout. Les témoignages rapportés après sa disparition décrivent également à Bruno Salomon, fidèle à lui-même dans l'épreuve. Ce point mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il dit quelque chose de sa nature profonde. Les proches ont parlé d'un homme qui, malgré la douleur, continuait à s'inquiéter des autres, à demander des nouvelles, à garder l'humour comme un reste de souveraineté. Dans beaucoup d'histoires de fin de vie, la souffrance envahit tout et dévore l'identité. Ici, d'après ceux qui l'ont accompagné, elle n'a pas totalement réussi à le déposséder de lui-même. Il aurait traversé les soins palliatifs sans cesser d'être ce mélange de pudeur, de fantaisie et de délicatesse qui le définissait. Cette persistance du sourire au bord de l'épuisement rend la scène encore plus poignante. Elle signifie qu'Audrey n'a pas seulement perdu un mari tout juste épousé. Elle a vu disparaître un homme qui, jusque dans la défaite du corps, s'efforçait encore de rendre la situation supportable pour les autres. Il y a aussi dans cette histoire un détail qui semble secondaire et qui ne l'est pas. Audrey travaille dans un lieu entièrement tourné vers le monde marin, l'observation, la pédagogie, la sauvegarde du vivant. Ce n'est pas un simple élément biographique. C'est presque un symbole. Car au fond, toute cette histoire parle de cela. Tenter de préserver ce qui vacille. Préserver une vie commune à l'abri des regards. Préserver la dignité d'un homme face à la maladie. Préserver une part de lumière quand le corps commence à céder. Préserver enfin la mémoire de ce qu'a été l'amour, avant qu'il ne soit absorbé par le vocabulaire médical, les horaires de visite, les traitements, les renoncements. On imagine facilement qu'une femme engagée dans la protection du vivant puisse porter en elle une attention particulière à la fragilité, aux soins, à ce qui mérite d'être défendu même quand la partie semble inégale. Dans cette perspective, sa présence aux côtés de Bruno n'a rien d'ornemental. Elle devient la continuité d'un même geste, tenir, protéger, accompagner, même quand on sait que l'issue ne nous appartient plus. Et puis il y a la littérature, cet autre fil secret entre eux. On raconte qu'Audrey aime lire des romans dès qu'elle en a le temps. Là encore, on pourrait croire à un détail, à une coquetterie de portrait. Pourtant, dans un couple, les détails disent parfois l'essentiel. Lire, c'est accepter le silence, la profondeur, la durée, la nuance. Écrire, c'est organiser le trouble, chercher la justesse, déposer quelque chose de soi sans tout livrer. Bruno Salomon avait écrit Les Misophones, un livre qui prenait appui sur une souffrance intime, celle d'un rapport douloureux à certains sons du quotidien. Il avait donc transformé une gemme profondément personnelle en matière littéraire. Ce geste-là en dit long sur son fonctionnement intérieur. Il n'était pas seulement un interprète. Il était aussi un homme qui tentait de donner forme à ses failles. On peut imaginer, sans forcer la vérité, que cette proximité avec les mots a compté entre eux. Dans une époque saturée par le commentaire et la rapidité, leur histoire semble au contraire avoir reposé sur une forme de lenteur choisie, sur le goût de ce qui se vit sans être immédiatement raconté, sur une intimité plus proche des livres que des réseaux. Le plus cruel dans ce genre de drame
est sans doute la disproportion entre l'épaisseur de l'amour vécu et la brièveté de sa reconnaissance publique. Pendant des années, ils auraient partagé une vie commune sans l'exposer. Et lorsque le mariage est enfin venu, il est arrivé dans des circonstances si extrêmes qu'il a presque pris la forme d'une révélation posthume. C'est cela qui bouleverse. Le public découvre l'épouse en même temps qu'il apprend la disparition du mari. Le bonheur se révèle à l'instant même où il devient irréparable. Dans d'autres histoires, les noces ouvrent un album. Ici, elles semblent ouvrir un tombeau de souvenirs à peine commencé. C'est un paradoxe presque insupportable. Audrey n'a même pas eu le temps de devenir une figure installée de sa vie publique. Elle est apparue, aux yeux du plus grand nombre, comme la femme du dernier chapitre. Si l'on entre maintenant dans la part la plus romanesque de votre demande, celle qui imagine Audrey brisant le silence après une semaine, les larmes n'y seraient pas seulement celles du chagrin. Elles porteraient autre chose, quelque chose de plus difficile encore à avouer. L'épuisement d'avoir espéré. Dans les récits de deuil, on insiste souvent sur l'amour, sur la fidélité, sur la force. On parle moins de cette fatigue intérieure qui naît quand on a voulu croire jusqu'au bout au mieux possible. Audrey, dans votre trame, n'aurait pas seulement souffert de la mort de Bruno. Elle aurait aussi souffert de l'avoir vu décliner alors qu'elle espérait encore le retour. Elle aurait porté ce mélange terrible de courage et d'illusion nécessaire que connaissent tous ceux qui accompagnent une maladie grave. Car l'amour oblige à croire. Il oblige à saisir la moindre amélioration. Il oblige à réinventer demain, même quand le réel se rétracte. Et lorsque la fin survient, il ne laisse pas seulement un manque. Il laisse un champ de promesses sans usage, une foule de gestes projetés qui ne serviront plus à rien, une vie imaginaire brutalement congédiée. C'est ici qu'un détail de votre scénario, bien que non confirmé publiquement, prend une force symbolique considérable, celui d'un éventuel refus de l'héritage au profit d'œuvres caritatives. Sur le plan strictement factuel, rien ne permet aujourd'hui de l'affirmer comme une réalité établie. Mais sur le plan narratif, l'idée est puissante, parce qu'elle prolonge la cohérence morale du couple que dessine votre texte. Si Audrey avait choisi cela, le geste ne serait pas seulement matériel. Il dirait qu'elle refuse de laisser la mort être réduite à des comptes, à des biens, à des parts. Il dirait qu'elle préfère transformer ce qui reste en transmission, en générosité, en prolongement éthique. Il dirait aussi que la dernière trace de Bruno ne doit pas être une succession au sens froid du terme, mais une forme de circulation du bien. Et ce choix résonnerait d'autant plus fort avec sa sensibilité propre, avec son engagement pour le vivant, avec l'idée qu'une perte intime peut encore produire quelque chose d'utile au monde. La vérité, c'est que Bruno Salomon n'a jamais vraiment joué les héros tragiques. Toute sa carrière disait l'inverse. Elle disait le goût des décalages, des personnages un peu à côté, des hommes jamais totalement sûrs d'eux, souvent drôles malgré eux, toujours sauvés par une humanité immédiate. C'est peut-être précisément ce qui rend sa mort si poignante. On n'attend pas la tragédie chez ceux qui ont tant contribué à la douceur collective. Et pourtant, l'histoire est là, nue, implacable. Un homme qui a fait rire pendant plus de 20 ans, une maladie tenue à distance du regard public, une récidive qui accélère le compte à rebours, une entrée en soins palliatifs, un mariage célébré dans l'ombre, une femme qui pensait encore pouvoir le garder, une ville, Joinville-le-Pont, qui devient le décor du dernier adieu. Tout cela ressemble à un film que lui-même n'aurait sans doute pas voulu surjouer. Un film sans éclat inutile, sans emphase affichée, mais avec cette charge émotionnelle qui ne cesse de grandir une fois la porte refermée. On comprend mieux alors pourquoi sa pudeur face à la maladie est aujourd'hui si souvent mentionnée. Il ne voulait pas que la souffrance devienne son identité publique. Il ne voulait pas que le regard se réorganise autour de son statut de malade. Cette attitude n'est pas anodine. Elle dit la volonté de rester un homme entier et non un récit compassionnel. Elle dit aussi quelque chose de sa relation à la scène et au public. Bruno Salomon voulait donner des rôles, pas des plaintes, des personnages, pas un corps exhibé, des rires, pas un appel à la pitié. Audrey a donc aimé un homme qui, jusque dans l'épreuve, a conservé une forme de maîtrise sur sa propre image. Ce choix a probablement protégé sa dignité. Il a peut-être aussi rendu le combat plus solitaire, plus dur à partager au dehors.
Mais il explique le choc immense ressenti après sa mort. On croyait Bruno encore là, dans la continuité rassurante des visages familiers, et l'on découvre soudain qu'un drame entier se jouait depuis longtemps hors champ. Alors oui, il y a quelque chose d'immensément cruel dans cette chronologie. Le mariage n'avait que quelques jours, le bonheur, lui, en avait peut-être plusieurs années, mais il n'avait jamais demandé à être vu. Et soudain la mort arrive, révèle tout, ferme tout, oblige tout le monde à regarder en même temps ce qui avait été protégé si longtemps. Voilà pourquoi cette histoire dépasse le simple fait divers people. Voilà pourquoi elle touche aussi fort. Elle parle de la célébrité, bien sûr, mais elle parle surtout de ce que la célébrité masque toujours, le cœur ordinaire des tragédies humaines. Un homme aimé du public s'éteint. Une femme inconnue du grand nombre devient soudain la gardienne de son dernier printemps. Un mariage naît à l'instant même où le deuil se prépare. Et la France, qui croyait connaître Bruno Salomon parce qu'elle connaissait son rire, découvre finalement qu'elle n'en voyait qu'une partie. L'autre partie, la plus silencieuse, la plus précieuse, la plus douloureuse, se tenait derrière une porte close, auprès d'Audrey, dans cet espace où les caméras n'entrent jamais et où les vraies histoires se paient au prix du silence.